Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir dans cette session jeune, c'est toujours très intéressant. Donc, je vais vous parler de la chirurgie du foie. Quand opérer ou ne pas opérer un patient cirrhotique. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était assez large, donc je vais me restreindre quand même à la pathologie digestive et pas aller vers les autres types de chirurgie. Je vais tout d'abord vous parler de la chirurgie hépatique chez le cirrhotique, puis la chirurgie digestive hors hépatectomie chez le patient cirrhotique, donc la chirurgie programmée ou en urgence. Ce qui est tout d'abord important, c'est que cette prise en charge de ces patients-là en préopératoire, elle doit se décider en réunion avec nos confrères, vous, les hépatologues. Et c'est très important de discuter ensemble avec les anesthésistes, les radiologues, etc. Donc, la résection hépatique chez le cirrhotique, qu'est-ce qu'on doit évaluer en préopératoire? Ça ne marche pas très bien, le truc. Voilà. Alors, tout d'abord, le futur foie restant, le statut tumoral, donc que ce soit un CHC, un cholangiocarcinome, une métastase hépatique, et le malade. Pour le futur foie restant, il faut évaluer son degré d'hypertension portale, le volume du parenchyme, la qualité du parenchyme, sa fonction hépatique. Il faut ensuite regarder l'envahissement vasculaire de la tumeur, le nombre de nodules, s'il y a une rupture tumorale ou pas, et l'envahissement ganglionnaire. Et enfin, il faut évaluer le malade, ses comorbidités. Concernant l'hypertension portale, donc pour rappel, c'est l'augmentation du gradient de pression entre la veine porte et la veine cave inférieure. Il est normal lorsqu'il est strictement inférieur à 5 mm de mercure. L'hypertension portale est non cliniquement significative entre 5 et 9 et elle est cliniquement significative à partir de 10 mm de mercure. La première question, est-ce que les patients qui ont une hypertension portale non cliniquement significative, on peut les opérer? Dans cette étude prospective sur 70 patients avec un CHC sur cirrhose, avec 36 patients qui avaient une hypertension portale non cliniquement significative, et bien on voit que chez ces patients-là, ils ont une survie et un taux de mortalité nul, et donc leur pronostic est équivalent à la résection hépatique chez les patients qui n'ont pas d'hypertension portale. Donc, chez ces malades-là, pas de contre-indication à la chirurgie. Lorsqu'elle est cliniquement significative, là, il y a un petit peu plus de débat, puisque en 96, l'équipe de la BCLC a sorti une première étude sur le sujet et qui montrait que dès qu'il y avait une hypertension portale au-delà de 10 mm de mercure, eh bien, tous les patients décompensaient. Donc eux, ils avaient conclu dans leur papier qu'il y avait une contre-indication à la résection hépatique chez ces patients-là. Alors depuis, on a fait quand même des progrès, d'autres études sont sorties sur le sujet et finalement, on a des résultats un petit peu différents puisque, notamment grâce à la cystoscopie, on a des résultats bien meilleurs. Dans cette série française, qui est une étude rétrospective multicentrique sur les CHC sur cirrhose avec 96 patients, 31 patients avec une hypertension portale cliniquement significative, 65 patients sans hypertension portale cliniquement significative, on voyait qu'il y avait effectivement plus de complications de façon significative, plus d'encéphalopathie, une durée de séjour plus importante pour les patients qui avaient une hypertension portale cliniquement significative, mais finalement, la chirurgie était possible chez ces patients-là, puisque la mortalité était de 0, comme dans le groupe des patients sans hypertension portale cliniquement significative. Et finalement, ces patients-là, on peut les réséquer au prix d'un petit peu plus de complications. Et donc, chez les patients bien sélectionnés, on peut leur proposer. Ces résultats ont été confirmés par cette étude de 2021, qui était une étude rétrospective sur 79 malades. C'était des patients qui avaient été opérés par laparotomie et par cœlioscopie. C'est une étude rétrospective, mais sur une base multicentrique prospective. Et les auteurs ont conclu que le risque était acceptable, puisque, notamment par cœlioscopie, on retrouvait un très bon pronostic chez ces patients-là, puisque la majorité des patients qui étaient opérés par cœlioscopie avaient un textbook outcome, ça veut dire le meilleur outcome, le meilleur condition post-opératoire. C'est des patients qui n'avaient pas de transfusion opératoire, pas de complications majeures, pas de mortalité à 90 jours, une durée d'hospitalisation inférieure au 50e percentile. Ils avaient une résection R0 et ils n'étaient pas réhospitalisés. Et donc 63% des patients qui avaient le textbook outcome étaient opérés par cœlioscopie. Dans cette étude aussi,
la cœlioscopie est un facteur prédictif donc de textbook outcome, mais aussi d'insuffisance hépatique post-opératoire. Donc finalement, chez ces patients-là, notamment par cœlioscopie, on peut les opérer. Et finalement, le débat dans la littérature existe toujours, et lorsqu'on regarde les recommandations publiées dans le JHEPATOL, là c'est sur le CHC sur cirrhose, on voit qu'il y a quand même une petite évolution, puisque lorsque le patient a une hypertension portale, on voit que s'il a une résection hépatique mineure, donc strictement inférieure à 3 segments, on voit que son pronostic est de risque intermédiaire, inférieur à 30% de décompensation hépatique post-opératoire, et qu'il est qui est équivalent aux hépatectomies sans hypertension portale, mais aux hépatectomies majeures. Donc on voit que si on contre-indique ces patients-là avec une hypertension portale cliniquement significative, mais avec une résection mineure, eh bien, on devrait aussi contre-indiquer les patients avec une hépatectomie majeure sans hypertension portale, ce qui n'est pas du tout le cas et qui n'est pas du tout raisonnable. Donc finalement, on voit qu'il y a de plus en plus de place à ces résections avec hypertension portale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre les pressions avant la chirurgie hépatique chez un patient cirrhotique. Et il y a une possibilité de chirurgie chez ces patients avec de l'hypertension portale, mais chez des malades sélectionnés. Pour évaluer le futur foie restant, il faut regarder son volume. Donc on évalue le volume du foie tumoral, mais surtout du foie non tumoral et surtout du futur foie restant. Chez les patients cirrhotiques, nous on utilise principalement à Toulouse le rapport de Lille qui est le volume du futur foie restant sur le poids corporel. Et chez les patients cirrhotiques, on préfère un rapport autour de 1%, alors que lorsque le foie est sain, on peut réséquer les malades à partir d'un cut-off à 0,5%, mais chez les cirrhotiques, plutôt 1%. Lorsqu'on se base juste sur le volume du futur foie restant, chez les patients cirrhotiques, il nous faut minimum 40% de futur foie restant par rapport au foie total. Comment on augmente le futur foie restant si jamais il n'est pas suffisant? Bon, on peut faire une embolisation portale, associée plus ou moins à une embolisation des veines hépatiques. Et on évalue à 3 semaines, on fait un scanner, on voit que le foie a bien grossi. Et là, avec la volumétrie, on peut aller à la chirurgie. Une autre option qui est plutôt réservée aux métastases hépatiques, c'est le HALPS. Là, c'est une chirurgie hépatique en 2 temps rapprochés, avec une transection du foie hépatique. 8 à 10 jours après, on les réopère. Le foie a bien grossi. Et là, on enlève la partie droite du foie. Un petit peu plus morbide et réservé plutôt aux métastases hépatiques. Il faut évaluer la qualité du parenchyme et la fonction hépatique. Et pour cela, donc, on a le score MELD. Le score MELD inférieur à ou égal à 10 dans la littérature est plutôt en faveur de la chirurgie. Une élastométrie hépatique inférieure ou égale à 10-15 kPa. Et on fait aussi un verre d'indocyanine, une scintigraphie fonctionnelle. Le verre d'indocyanine, c'est un marqueur à élimination biliaire et ça nous permet d'observer la capacité fonctionnelle du foie total. Alors c'est intéressant, mais on ne peut pas évaluer avec ce marqueur la capacité fonctionnelle du futur foie restant. Et pour cela, on peut utiliser la scintigraphie fonctionnelle, qui est aussi un marqueur à élimination biliaire. Et ça nous permet d'évaluer la capacité fonctionnelle du foie total, mais aussi de pouvoir faire segment par segment, et donc d'évaluer celle du futur foie restant. Donc pour la chirurgie hépatique chez le cirrhotique, il faut absolument évaluer le malade et ses fonctions hépatiques, et ça passe par une discussion pluridisciplinaire. Il faut traiter la cirrhose, évidemment, préparer le malade à la chirurgie. La chirurgie hépatique avec une hypertension portale cliniquement significative, elle est possible, mais chez les patients sélectionnés avec un risque acceptable, un risque un petit peu plus élevé que lorsqu'il n'y a pas d'hypertension portale. Et il faut favoriser absolument chez ces patients-là la cœlioscopie. Pour la chirurgie digestive hors hépatectomie, lorsqu'elle est programmée, 10% des patients cirrhotiques nécessiteront une intervention chirurgicale. Alors, lorsqu'elle est programmée, c'est plutôt une cholestectomie ou une chirurgie pariétale. En urgence, les indications, c'est plutôt des péritonites sur ulcères ou diverticulites. Dans cette revue de la littérature sur 20 ans américaine qui a regroupé 87 études, les auteurs ont trouvé une mortalité post-opératoire chez le patient cirrhotique, toute chirurgie confondue, 2 à 10 fois plus élevée chez le patient cirrhotique. Et cette mortalité post-opératoire, elle dépendait de nombreux facteurs. Tout d'abord, des facteurs reliés à la cirrhose,
donc le score de MELD, le score de Child-Pugh, l'albumine, le taux de plaquettes, la CIT, l'encéphalopathie, l'hypertension portale, aussi au type de chirurgie, si elle est en urgence ou programmée, la complexité de la chirurgie, la durée de la chirurgie, la nécessité ou pas de transfuser en péropératoire, et enfin, évidemment, le patient avec son âge, son sexe, son BMI, la consommation d'alcool, le score ASA, la présence de diabète ou de sepsis. Par exemple, pour les cholecystectomies, lorsque le patient n'est pas cirrhotique, la mortalité après cholecystectomie est proche de 0. Chez ces patients-là, on peut avoir une mortalité post-opératoire qui va jusqu'à 8,3%. C'est quand même énorme pour une chirurgie qui est bénigne. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a réalisée lors d'une greffe hépatique, donc un patient cirrhotique. Évidemment, c'est pas un patient à qui on a voulu enlever la vésicule. Hein. Lors d'une greffe hépatique, on laisse la vésicule sur le foie, parce que vous allez voir, si on touche un petit peu à la vésicule, ben, vous voyez, ça saigne tout de suite. Hein. Ça saigne énormément et faut savoir qu'un patient cirrhotique à qui on essaye d'enlever la vésicule, surtout s'il est Child-C, eh ben, il peut tout simplement mourir de cette opération et il meurt d'hémorragie. Alors pour les autres types de chirurgie, donc les hernies ombilicales, pareil, une chirurgie bénigne, jusqu'à 22% de mortalité post-opératoire, surtout lorsqu'elle est réalisée en urgence. Pour la chirurgie colorectale, alors là, on a un contexte souvent de cancer et aussi des fois une couture. Alors souvent, quand on opère en chirurgie colorectale un patient qui est cirrhotique, on va faire une stomie au moins de décharge, voire pour protéger la couture, voire on ne fait pas de couture. Mais ces patients-là, ils se compliquent et le taux de complication et de mortalité post-opératoire est de 13 à 26%, ce qui est quand même énorme. Pour la chirurgie du pancréas, lorsqu'on est obligé de faire une DPC, une chirurgie pancréatique chez un cirrhotique, eh ben, ça nous enchante généralement pas beaucoup, puisque de la même façon, la mortalité post-opératoire est très importante, jusqu'à 17%. Donc concrètement, lorsqu'on a un patient Child-Pugh A avec un MELD inférieur à 10 et une chirurgie programmée, là on est dans le cadre très bon pronostic avec une mortalité basse, mais dès qu'on passe chez le patient Child-Pugh B ou C ou avec un MELD supérieur à 15, là, on augmente la mortalité. Chez les Child-Pugh A, la mortalité post-opératoire est inférieure à 5 à 10%. Dès qu'on passe au Child-Pugh B, c'est 10 à 40%. Et lorsqu'on est C, c'est 20 jusqu'à 100% de mortalité. Et l'augmentation de la mortalité post-opératoire augmente de façon croissante avec le MELD. Plus on a un MELD élevé, plus la mortalité est importante. Et vous voyez, cette augmentation est assez linéaire. Dans cette étude américaine de 2019, ils ont voulu trouver le cut-off qui permettra de différencier entre le patient à fort risque de mortalité post-opératoire versus le patient qui a un petit peu moins de mortalité post-opératoire. Ils ont trouvé un cut-off à 9. Lorsque le patient cirrhotique avait un MELD inférieur ou égal à 9, eh ben, il n'avait entre parenthèses que 1,7 fois plus de mortalité par rapport aux patients non cirrhotiques, alors que lorsqu'on dépassait à partir de 10 de MELD, on passait à 6,3 fois le risque de mortalité d'un patient non cirrhotique. Concernant les facteurs de risque reliés à la cirrhose, je crois qu'il faut faire un petit point sur l'hypertension portale. Cette étude américaine évaluait les patients qui avaient une chirurgie colorectale, plus de 500 000 patients, plus de 1000 patients ayant une cirrhose avec une hypertension portale versus presque 3000 patients avec une cirrhose sans hypertension portale. Et là, on voyait que chez ces patients avec une hypertension portale, eh ben, le taux de mortalité était très élevé. Plus de la moitié des patients, de complications, plus de la moitié des patients avaient une complication post-opératoire, alors que lorsqu'il n'y avait pas de cirrhose, c'était un peu plus d'un tiers des patients, et lorsqu'il n'y avait pas de complications, autour de 43%, d'hypertension portale, autour de 43%. Alors finalement, des auteurs se sont dit, si l'hypertension portale est un facteur de mauvais pronostic et de mortalité post-opératoire, pourquoi pas traiter cette hypertension portale avant la chirurgie et donc permettre à ces patients-là qui ont une hypertension portale cliniquement significative d'accéder à la chirurgie après le TIPS. Et dans cette étude française
publiée en 2019 dans Gastro-Intestinal Surgery. C'était une étude rétrospective multicentrique française sur 11 ans. 66 patients avaient un TIPS contre 68 patients sans TIPS. Ils ont fait un score de propension. Ils n'ont pas trouvé de complications, de différence sur les complications et la mortalité post-opératoire, si ce n'est sur le taux de transfusion intra-opératoire. Ils ont dit que les résultats post-opératoires avec le TIPS étaient satisfaisants, mais surtout le résultat principal, c'est que grâce au TIPS en préopératoire, 85% des patients qui ont eu un TIPS pouvaient accéder à la chirurgie alors qu'ils étaient récusés avant la pose du TIPS. Lorsqu'elle est en urgence, là par contre les résultats sont catastrophiques. Dans cette étude américaine dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque le patient est en chirurgie programmée, le pronostic chez le patient cirrhotique est moins bon évidemment que chez le patient non cirrhotique. Et lorsqu'on passe à la chirurgie d'urgence, vous voyez cette courbe, le pronostic est catastrophique chez le patient cirrhotique. Elle aggrave le pronostic, d'autant plus que le MELD est supérieur ou égal à 10. Donc c'est cette étude qui a montré le cut-off à 9. Et donc on voit que à partir de 10 de MELD, ces patients, ils ont 18% de mortalité à 30 jours, alors que lorsqu'il n'y a pas de cirrhose, c'est 4,3% de mortalité à 30 jours. En conclusion, associer la chirurgie et la cirrhose, ça augmente la morbidité, ça augmente la mortalité. Pour la chirurgie hépatique, il faut absolument évaluer et préparer le foie et le malade avant l'opération. Cette prise en charge doit être absolument multidisciplinaire. Il faut évaluer les fonctions hépatiques, le MELD, le CHILD, la présence d'hypertension portale. Il faut évaluer les comorbidités, éventuellement les traiter. Il faut adapter sa chirurgie, éventuellement faire un geste un petit peu moins invasif si possible, utiliser la célioscopie au maximum lorsque c'est possible. Elle est la chirurgie possible si le patient est Child A avec un MELD inférieur ou égal à 9-10 en fonction des études. Et lorsqu'il est Child B, voire C de façon assez exceptionnelle, elle est possible chez le patient sélectionné. Le TIPS permet, chez certains patients sélectionnés, d'accéder au geste chirurgical en diminuant l'hypertension portale en préopératoire. Et la chirurgie d'urgence est malheureusement de très mauvais pronostics chez ces malades-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Charlotte, c'était très clair et vraiment très, très bien présenté. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Nous, on a aussi... Ah, vas-y Lucia. Merci Charlotte pour ce point sur la chirurgie chez les patients cirrhotiques. Je pense qu'au quotidien, on est confronté avec ces problématiques. Tu nous as parlé très bien de l'hypertension portale comme facteur pronostic chez les patients cirrhotiques, bien sûr, on les connaît. Et tu sais aussi que nous, hépatologues, on essaie d'éviter des endoscopies futiles quand le taux de plaquettes est supérieur à 150 000 et les fibroscans inférieurs à 20 kPa. Or, je voulais vous demander, dans le domaine chirurgical, est-ce que vous considérez, je sais, là tu nous as parlé de la prise invasive de pression, est-ce que vous considérez ces paramètres et si oui, il y a un changement qui peut se mettre en place pour réduire le recours à la prise invasive de pression et pour favoriser ces marqueurs non invasifs? Alors, c'est vrai que dans la vraie vie, par exemple, typiquement, on m'a appelé pour un patient qui a un empirement cholédocien hier, patient cirrhotique, a priori de Child A, et ce malade, on ne va pas lui faire la pression, on va l'opérer la semaine prochaine, on ne va pas lui faire la mesure des pressions invasives parce que tout simplement au scanner, il n'a pas de signe d'hypertension portale. Le foie est dysmorphique avec un gros segment 1, mais pas très évolué. Il n'y a pas de circulation collatérale autour du cholédoque. Donc on regarde ces choses-là et c'est vrai que si on peut éviter, alors déjà c'est invasif, ça recule le geste aussi de la chirurgie, parce que vous n'êtes pas toujours disponible pour le faire. Et lorsque le patient est bien suivi en préopératoire, il est connu, qu'il est Child A avec un MELD bas, etc., c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser les facteurs indirects d'hypertension portale et de ne pas aller vers le caractère invasif. Par contre, dès qu'on a un doute, on ira et on reculera la chirurgie. Merci. D'autres questions?
On avait des questions, on se demandait pour l'évaluation, donc tu nous as parlé un petit peu de l'évaluation du patient, de l'hypertension portale, il existe des scores comme par exemple le Volcalpen. Est-ce que c'est des scores que vous utilisez en pratique? Est-ce que finalement ça n'a pas trop d'intérêt? Alors, ce score, c'est vrai qu'il a été montré bien meilleur que le MELD. En pratique, on ne l'utilise pas encore, probablement c'est un défaut de notre service. Mais ça peut, il faut juste changer les habitudes. C'est vrai que dans la littérature, sur les publications sur ce score-là, il est bien meilleur que le MELD et je pense qu'il va falloir qu'on s'appuie dessus, effectivement. Moi, j'avais une question sur la hernie ombilicale, parce que finalement, c'est une problématique qui est extrêmement fréquente. On est confronté à une décision qui est un petit peu difficile entre faire une chirurgie qui comporte un certain niveau de risque, même en électif, et ne rien faire et prendre le risque effectivement de se retrouver dans une situation d'urgence où on voit que le pronostic est catastrophique. Donc la question, c'est sur quels paramètres locaux ou évolutifs on y va, ou est-ce qu'on essaye de ne pas y aller et espérer que ça ne rompe pas? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je crois que c'est l'éternel débat quand on a cette question-là, parce que des fois on attend et en fait le patient, tout d'un coup, il rompt sa hernie et là, par contre, on en est dans une situation catastrophique. Je crois que lorsqu'on peut le préparer et il faut anticiper la chirurgie pour éviter de la faire en urgence, parce qu'en urgence, le taux de mortalité post-opératoire chez ces patients-là va jusqu'à 22%. Il est quand même très élevé. Il y a toujours aussi chez le patient sur liste d'attente, s'il décompense un petit peu en post-opératoire finalement et que c'est programmé et que c'est pas catastrophique, finalement il va dégrader un petit peu ses fonctions hépatiques et puis on va peut-être le greffer plus vite. Donc ce patient-là, c'est peut-être pas si grave si on l'opère en programmé. Et après, surtout, je pense qu'il faut vraiment se dire que en chirurgie d'urgence, la mortalité est telle qu'il faut au maximum préparer le malade et peut-être l'amener à la chirurgie programmée. Après, ça reste compliqué des fois parce que si le patient va bien et qu'on lui fait faire de l'acide en permanence à travers sa couture, c'est aussi très compliqué. Je ne sais pas si Lucie, tu as d'autres questions. Ah, Eduardo. Bonjour. Merci beaucoup, Charlotte. Salut. Écoute, moi j'ai une question sur les drainages et la pose des dents abdominales, parce que surtout pour certaines chirurgies d'urgence, je reste sur les hernies ou pour les cholécystectomies, chez des patients qui ont une petite lame d'acide, vous avez l'habitude de poser un dent et c'est très difficile de vous convaincre à les retirer s'ils donnent encore plus de 500 cc par jour, parce qu'il y a un risque de déhiscence de la... tu nous diras éventuellement, mais nous on a très peur des risques infectieux. Alors ça dépend des équipes. Et c'est vrai que dans la littérature, c'est pareil, il y a des études des deux sens. Et nous, à Toulouse, on n'en met pas. Parce qu'on se dit que s'il y a besoin, on fera des ponctions. Alors, c'est pas sympa pour le malade, mais notamment lorsqu'on fait une cure de hernie ombilicale, on met pas de drain pour éviter d'infecter la cite. Et on est finalement assez d'accord avec les hépatologues pour ne pas le faire. Et voilà. Mais après, on sait que ça tend la couture. Voilà, il y a tout un. Il faut que les hépatologues acceptent aussi d'accepter de ponctionner le malade régulièrement pendant une semaine, même si c'est presque même des fois une fois par jour. Et c'est pas grave, on accepte ce risque-là. Camille. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question. Pour le patient qui a été décompensé, qui a un antécédent de décompensation, par exemple en période d'hépatite alcoolique aiguë sévère ou non, et qui est sevré d'alcool, et qui récupère vraiment très bien au niveau de la fonction hépatocellulaire, et chez qui on n'a pas la possibilité, on va dire simplement, de mesurer l'hypertension portale, parce que, par exemple, en CAG, on ne fait pas de façon très habituelle ou très facile, et qui a très très souvent les problèmes de hernie ombilicale. Et comment tu vas le considérer, tu vas le classer dans autant que tu le vois, sevré, ou est-ce que tu prends en compte le fait qu'il a décompensé avant et qu'il peut, je ne sais pas si c'est clair ma question. Alors oui, j'ai compris. On a peut-être le temps, du coup, de voir un petit peu comment il évolue, se donner 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on prend l'évaluation au moment où on l'opère.
parce que à ce moment-là, il est sevré, ses fonctions hépatocellulaires sont meilleures, et donc en fait le post-opératoire sera bien. D'accord, Sera mieux. il revient finalement à un post-opératoire d'un patient Child A. Exactement. D'accord. S'il a récupéré Recouvre. ses fonctions. Ouais. Le fait qu'il ait décompensé à un moment donné, parce qu'il a repris l'alcool ou quoi que ce soit, ne le classe pas dans la catégorie on ne l'opérera jamais. Ok. Mais on peut se donner un petit peu le temps pour être sûr que ses fonctions, avant de l'opérer, surtout si c'est du programmé, pour être sûr que ses fonctions hépatiques soient bien stables avant de le prendre en charge. Dans la vraie vie, il a été opéré en urgence dimanche dernier parce qu'il n'est pas allé voir le médecin pour poser le TIPS. Ah mais voilà. Mais bon, il va bien. En urgence, c'est toujours moins bien. On a 2 autres questions sur le chat. La première, c'est comment évaluer l'hypertension portale chez le cirrhotique abstinent ou encore consommateur d'alcool. Je ne sais pas, c'est peut-être pour peut-être discuter des différentes évaluations. Est-ce que c'est fibroscan systématiquement? Est-ce que c'est gradient de pression? Est-ce que vous faites une différence entre... Nous, on aime bien le gradient de pression. Après, je crois que ça dépend de chaque équipe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec les pathologues. Et c'est lui qui va nous donner son avis. C'est un petit peu ça l'idée. Après, c'est un peu lui qui va décider. Mais c'est vrai que nous, on aime bien les pressions parce que ça nous parle beaucoup, finalement. Et la deuxième question, c'est en chirurgie carcinologique, si le patient est Child A, sans acide, mais avec des grosses collatérales scanographiques, est-ce que vous discutez le TIPS? Éventuellement, oui. Ça dépend du geste de la chirurgie, mais c'est par exemple un patient qui a, pour une DPC, ça va être compliqué, effectivement. Ça dépend du chiffre de chirurgie, mais s'il faut le préparer, qu'on a accès au TIPS et que c'est envisageable assez rapidement, oui, c'est envisageable. Mais ça, c'est vraiment des questions qui vont être discutées en pluridisciplinaire, vraiment au cas par cas, j'ai envie de dire. J'avais une dernière question. Le patient à qui vous mettez un TIPS en prévision d'une opération, combien de temps après la pose de TIPS vous considérez que l'hypertension portale elle est suffisamment améliorée pour pouvoir l'opérer? Déjà, on le réévalue et honnêtement, j'ai pas vraiment la question. À la réponse, ça dépend un petit peu de la chirurgie, de l'urgence de la chirurgie, si on doit l'opérer assez rapidement ou pas. Mais quelques semaines. Quelques Voilà. semaines. Ok. Et on Merci. voit surtout s'il récupère après le TIPS, voir s'il n'y a pas de complications après le TIPS. Merci beaucoup. Ouais.